BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h17, c'est le président de France Industrie, Alexandre Sobo, mon invité. Bonjour. Bonjour. Alors on a plein de sujets évidemment avec ce plan de résilience qui concerne beaucoup de vos adhérents, beaucoup de secteurs industriels particulièrement fragilisés par effectivement la hausse des prix de l'énergie notamment, qui ont donc recevoir en gros il y a 7 milliards à peu près d'euros supplémentaires de la part de l'État. Je vais mettre les pieds dans le plat, Alexandre Sobo. C'est votre rôle de tendre la sébille en permanence ? Je ne pense pas qu'on puisse dire que le monde économique ait tendu la sébille. On est d'abord attaché au fonctionnement de l'économie de marché. Simplement, il y a des chocs qui sont quand même d'une grande violence. Il faut sans doute qu'on serait habitué à vivre avec un peu d'inflation et donc accompagner cette période de transition, s'assurer que ça ne provoque pas des dégâts irréparable dans certains secteurs de l'économie et qu'on se retrouve très fragilisé en sortant de cette période n'est pas anormal non plus. Il faut trouver le bon équilibre en fait. Bon, on en parlait avec Jean-Marc Daniel et Nicolas Do. C'est vrai qu'on est en train d'habituer les Français en général sur le fait qu'un problème, hop, un chèque de l'État. C'est sûr que la crise sanitaire, avec le fait que c'est vraiment l'État qui a décidé d'arrêter l'économie et qui a décidé d'investir de l'argent public pour en limiter au maximum les conséquences, nous a mis dans un mode très différent des crises précédentes où c'était vraiment l'économie qui se régulait avec ses hauts et ses bas. Là, c'est légitime. Effectivement, l'État ferme l'économie, mais sur off, il compense. Mais là, c'est pas le cas. Là, il y a des changements effectivement de paradigme sur le prix de l'énergie. Ça, c'est pas fini, c'est que le début. Est-ce que c'est pas aux acteurs économiques de s'adapter finalement ? Ils s'adaptent. C'est la question, c'est à quelle vitesse on peut s'adapter, surtout qu'on sort d'une période de plus de 20 ans où on n'avait plus d'inflation. Et donc, effectivement, on s'est habitué à travailler d'une certaine façon, dans les clauses d'indexation, dans la façon et l'habitude qu'ont les équipes de réaugmenter les prix, de retourner voir les clients, non seulement en début d'année, mais en cours d'année. On va sans doute avoir une hausse de SMIC avant le 1er juillet, compte tenu du rebond de l'inflation. Donc, ça va reposer des questions dans les entreprises. Est-ce qu'il y a une seule hausse des salaires annuels ou est-ce que finalement, on le fait en plusieurs fois ? Toutes ces problématiques qu'on connaissait finalement assez bien dans les années 70-80, quand on avait 7, 8, 10, parfois 15% d'inflation, et qu'on a depuis ces dernières années complètement oublié. Donc on est plutôt dans l'accompagnement d'un changement d'environnement. Alors j'espère qu'il ne sera pas durable, parce qu'une inflation forte et durable, ça a quand même beaucoup d'autres conséquences. Mais dans cette période, il faut que tous les acteurs économiques se réapproprient ce nouvel environnement. On l'a vu avec nos amis du bâtiment aussi qui s'inquiétaient de l'absence de clause de révision de prix. On a vu le gouvernement qui dit on va pouvoir faire jouer la force majeure ou je ne sais plus comment ils appellent la situation pour réouvrir la discussion sur les prix. Tous ces sujets, me semble-t-il, participent du fait qu'on essaye aussi de réhabituer l'économie à vivre dans cet environnement. Après, il ne faut pas se cacher que quand le prix de l'énergie augmente avec cette violence, vous avez un certain nombre de secteurs industriels ou non industriels qui sont tellement impactés que si on ne trouve pas quelques mesures d'amodiation ou d'accompagnement, on va juste mettre au tapis beaucoup d'entreprises avec des dommages économiques que tout le monde regrettera dans 6 mois ou un an. Alors c'est ce qui a été fait au cas par cas pour les entreprises qui ont des hausses de plus de 50% de leur énergie, qui représentent plus de 3% de leur chiffre d'affaires. Il y a plein de critères, c'est fait. Pour certains secteurs aussi, le transport routier, la pêche, tout ça a été nécessaire. Parlons de l'industrie très précisément. Comment va l'industrie française ? Parce que c'est très contradictoire. On a des bons indicateurs. On voit que le nombre d'implantations industrielles a considérablement augmenté cette année. Et en même temps, on voit les chiffres de l'automobile qui sont tombés tout à l'heure, automobile européenne, mais française également, avec les mauvais chiffres de Stellantis, très mauvais chiffres, moins 19%. Comment va l'industrie française ? Globalement, avant le début de la crise en Ukraine, l'industrie française dans son ensemble, comme l'industrie européenne, allait bien. Un vrai et fort rebond au sortir de la crise sanitaire et de l'arrêt de l'économie. Des programmes d'investissement à beaucoup d'endroits, de l'argent et des financements en quantité suffisante pour financer tous ces programmes, un vrai rebond de l'investissement, une bonne orientation de l'emploi. Donc, j'allais dire, la situation globale allait bien. Maintenant, elle n'occulte pas le fait que certains secteurs font face à des défis colossaux. On a beaucoup parlé de l'aéronautique avec le fort ralentissement, la fragilisation des compagnies aériennes. Il y a évidemment des questions, le sujet du transport plus vert. Et puis on a toute la problématique automobile avec évidemment renforcée par la hausse du prix de l'essence. Et la rupture des approvisionnements, on n'a pas les pièces pour faire les voitures aussi. Donc on a deux sujets. Un, beaucoup d'incertitudes sur finalement quel sera l'outil de la mobilité de demain. On dit plus de moteur thermique, est-ce qu'on accepte l'hybride, est-ce qu'on passe à l'électrique ? Si on passe à l'électrique, est-ce qu'on aura un réseau, une distribution d'électricité ? Est-ce qu'on ne s'attaque quand même pas à une liberté fondamentale qui est la mobilité individuelle ? Donc
tout ça amène de l'inquiétude dans la tête de l'acheteur de voiture, qui se dit finalement, tant que j'y vois pas clair, je vais plutôt garder la voiture que j'ai, la faire vieillir. Et ça a forcément des effets. Et puis vous rajoutez tout ce qui nous a occupé l'essentiel de l'année 2021 avec le manque de composants. Alors on a beaucoup parlé d'électronique, mais c'était pas que l'électronique. Maintenant aujourd'hui, on voit bien, même l'acier, même les câbles. Qui a effectivement perturbé toutes les chaînes. Et puis là, avec la dépendance sur certains sujets, on a parlé du titane en matière première, on a parlé de tout le câblage qui était fait en Ukraine et qui sont des tâches très manuelles. Et on voit bien effectivement qu'à travers ces crises, à travers cette remise en cause de la mondialisation, on identifie des points de dépendance qui finalement paraissaient pas problématiques il y a 5 ans et même il y a 2 ou 3 ans. Et donc c'est tout ce modèle qu'il faut réinventer, corriger, il faut doublonner, il faut avoir des alternatives. Est-ce que vous n'avez pas peur que la transition écologique qui avait bien été amorcée, qui avait été accélérée même par la crise pandémique, soit un peu à l'arrêt là, parce qu'on se rend compte qu'on est tous complètement accros aux hydrocarbures, que lorsque les prix des hydrocarbures montent un petit peu, c'est branle-bas de combat, on rouvre les usines à charbon, on n'a jamais produit autant d'électricité à base de charbon, même en France. On demande aux producteurs de pétrole, on demande aux schistes américains de produire davantage, c'est ce qu'a fait Joe Biden il y a 3 jours. Est-ce qu'on va arriver à se remettre sur les rails de la transition écologique, notamment dans l'industrie ? La transition écologique, d'abord, il ne faut pas perdre de vue que c'est un chantier de long terme. Et qu'en particulier dans l'industrie, on le sait, on a des solutions techniques pour faire des choses avec beaucoup moins, voire avec plus du tout de carbone. Là où avant, parce que c'était plus simple, surtout parce que c'était moins cher, on le faisait avec des solutions carbonées. On a toujours dit que ça prendrait du temps. La trajectoire, c'est 2035, pour certains sujets, c'est 2050. Quand vous écoutez les Chinois et leur plan de décarbonation de leur économie, ils se sont même donné encore une échéance un peu plus longue parce qu'ils savent bien que changer les habitudes, construire des nouvelles infrastructures, décarboner la production d'électricité, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Donc il faut que cette grande orientation, elle continue à se mettre en œuvre et il faut qu'elle continue à se mettre en œuvre avec les industriels qui ont les solutions techniques, qui vont trouver dans leur labo de recherche la bonne façon de faire. Mais est-ce qu'on va y arriver ? Parce que vous dites qu'il faut du temps, vous avez raison, sauf qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Le règlement climatique, il est là. Le réchauffement de la planète, il est là. Il est inexorable si on n'inverse pas la tendance très vite. Inverser la tendance, c'est pas faire n'importe quoi pendant 6 mois. Inverser la tendance, c'est prendre des décisions courageuses qui produiront des effets dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Les spécialistes du carbone disent que de toute façon, le CO2 qui est dans l'atmosphère aujourd'hui, il a été produit il y a 5 ans ou 10 ans. Et là, on s'occupe de celui qui aura des effets dans 15 ou 20 ans. Donc, ne mélangeons pas une crise court terme avec une flambée des prix de l'énergie liée à des enjeux géopolitiques, à la guerre entre la Russie et l'Ukraine et à tout ce que ça impacte, avec l'impact sur la vie quotidienne, les inquiétudes et la façon dont on peut limiter les conséquences, mais en même temps, limiter les conséquences, c'est pas non plus les faire disparaître, et des actions de moyen terme qui vont permettre, à chaque fois que c'est possible, de trouver des solutions décarbonées. Là, on utilisait des solutions carbonées dans le passé. Très concrètement, par exemple, vous êtes toujours directeur général d'Olot, entreprise de levage notamment. Quelle est la situation aujourd'hui ? Comment vous êtes impacté par la crise, par la hausse des prix des matières premières, de l'énergie, la guerre en Ukraine ? On est d'abord impacté parce qu'on avait une activité avec la Russie, donc tout ce qui est envoi de nouvelles machines, livraison de nos clients, elle est arrêtée, elle est plus compliquée. On ne sait pas dans quelles conditions exactement on pourra se faire payer les machines qu'on a livrées il y a 3 mois ou 6 mois, donc ça a forcément un impact. Heureusement, ça a été dit, c'est vrai pour Olot, la Russie c'est une petite part de notre activité, donc dans cette période où tout va bien, les machines qu'on pensait livrer le trimestre prochain en Russie, si on ne peut pas les livrer en Russie, on livrera chez des clients dans d'autres pays qui seront assez heureux de recevoir des machines un peu plus tôt que ce qu'ils avaient imaginé il y a encore quelques semaines. Donc les conséquences sur l'activité compte tenu du poids de la Russie sont assez limitées. Après, on a tous les sujets, effectivement, acier, énergie, renchérissement des coûts, mais qui sont finalement pour nous pas très différents. C'est une couche de plus. C'est un peu ce qu'on a connu en 2021, c'est un peu ce qu'on a connu à l'hiver avec la première crise de l'énergie. Et autour de tout ça, on travaille avec nos équipes, avec nos fournisseurs, avec nos clients pour remonter les prix de vente à chaque fois que c'est possible parce que les machines coûtent plus cher, pour trouver avec nos fournisseurs les solutions pour leur permettre de traverser eux aussi ces périodes compliquées.